Après avoir eu des votes au courant du mois de juin 2025, finalement la RDC vient de passer comme membre non permanent au Conseil de sécurité, on le savait déjà, mais c'est pour l'exercice 2026-2027. Est-ce un comeback ou comment? On essaye de vous expliquer et donner les détails. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 2025. Comme vous le savez, nous venons pour essayer un peu d'analyser et d'apporter certaines clartés et une lumière par rapport à certaines choses. Hier soir, le 2, nous avons eu live. Dans notre live, on était en train de parler de la présence de la RDC comme étant, selon la personne qui l'a dit, c'est-à-dire la ministre des Affaires étrangères, la vice-ministre des Affaires étrangères, qui a prononcé un discours à ce sujet-là au siège du Conseil de sécurité des Nations Unies devant les autres membres non permanents. Et ça s'est fait parler de plusieurs façons. Là, abonnez-vous, likez, partagez. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de dire que c'est un comeback de la RDC, mais on va essayer un peu de vous expliquer. Les Nations Unies a deux grandes institutions importantes, à savoir le Conseil de sécurité des Nations Unies et ainsi que le Parlement, on peut l'appeler Parlement comme ça, c'est l'Assemblée générale, qui est considéré comme le Parlement où tous les présidents viennent se retrouver une fois l'an pour discuter et pour apporter. Et il y a aussi le Conseil de sécurité. Et ce Conseil de sécurité est un organe composé de deux branches. Il y a les membres permanents et les membres non permanents. Qu'est-ce que le membre permanent? Les membres permanents, ce sont les 5 grands décideurs, là où se trouvent les USA, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine ainsi que la France. Ce sont les 5 grands décideurs. Et à cela s'ajoutent 10 autres pays qu'on appelle les membres non permanents. Et dans ces 10 pays qu'on appelle les membres non permanents, elles sont réparties en zones, c'est-à-dire l'Afrique a un quota, l'Europe a un quota, l'Asie a un quota, ainsi que l'Amérique a un quota. Et ils occupent le siège annuellement, c'est-à-dire chaque pays occupe annuellement. Et pour l'édition 2026-2027, il y avait 2 sièges prévus pour l'Afrique et il y avait 2 pays qui ont postulé, à savoir le Libéria et la RDC. C'est ainsi que les 2 postes qui revenaient au pays, les autres étant absents, c'est-à-dire les autres n'ont pas donné l'intérêt d'occuper ces postes. C'est dans ce sens-là que la RDC et le Libéria qui ont manifesté l'intérêt ont été votés, si on peut le dire, élus, puisqu'il y avait une élection qu'on a fait et la RDC l'avait remporté à 183 sièges sur 187. Et depuis lors, il était question maintenant que la RDC vienne cette année commencer à siéger dans le Conseil de sécurité comme étant membre non permanent. Alors, c'est quoi les membres permanents? Les membres permanents au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce sont ceux-là qui prennent des décisions, ce sont ceux-là qui se décident, ce sont ceux-là qui déterminent les sanctions. Donc, en bref, ce sont les chefs qui décident sur chaque chose. Et les membres non permanents, vous voyez, les membres permanents, on ne les remplace pas. Ils sont à vie. Y compris, c'est eux qui votent aussi le secrétaire général. Alors, le membre non permanent, ce sont les gens qui viennent en appui, mais comment? C'est-à-dire, eux, ils ne votent pas, ils ne se décident pas, ils sont comme des observateurs, mais ils peuvent donner des avis. Pas tellement donner des avis, mais ils peuvent être là, lorsqu'il y a des questions liées, par exemple, à tout ce qui est maintien de paix, de sanctions, de demandes à gauche comme à droite. Mais là où ça devient important pour la RDC, bon, il y a 2 facts. D'abord, la dernière fois que la RDC avait occupé ce poste, avait occupé ce siège-là de la place tournante, c'est en 1991. C'est comme dans toutes les organisations. À la SADC, ça s'est fait aussi annuellement. Il y a un chef, celui-ci sort l'autre pays, prend l'autre pays, prend l'autre pays, prend. C'est comme aussi, c'est dans toutes les organisations, ça a toujours été comme ça. Alors, la dernière fois que la RDC a occupé ce poste-là, c'était en 1991.
Ainsi donc, depuis plus de 30 ans, la RDC n'a pas encore occupé ces places. C'est pourquoi on est en train de parler d'un comeback de la RDC, démontrant que la RDC a la reprise. Mais nous devons rentrer dans les contextes et dans la réalité. Après 1991, la RDC s'est retrouvée dans une période de perturbation. Et ces périodes de perturbation, vous rappelez, vous et moi, on peut parler de la situation, par exemple, de la guerre entre 1996 et jusque vers les années 2001. Cette période-là, la RDC était considérée comme un pays totalement en guerre, avec beaucoup de défis, et il était accusé de plusieurs violations de droits de l'homme, que c'était compliqué pour que la RDC puisse occuper réellement ces postes-là. Et les Nations Unies, avec à l'époque, ça n'allait pas. Bon, lorsque Joseph Kabila va prendre le pouvoir, Joseph Kabila va se retrouver dans des grandes démarches. D'abord, les objectifs étaient tellement grands et immenses que occuper un siège aux Nations Unies n'était pas vraiment une priorité, puisqu'il fallait d'abord réunifier les pays. C'était un grand travail. Il fallait doter des institutions au pays. C'était aussi un grand travail. Et il a fallu travailler presque les 2 mandats, d'abord une période de transition et les 2 mandats pour amener le pays à s'asseoir. Et pendant que le pays est en train de s'asseoir, on se retrouve maintenant en train de propulser le pays. Donc c'est tout à fait normal et logique qu'après Joseph Kabila, que celui qui vient au pouvoir puisse aussi clamer ou demander cette prise de place ou bien cette position au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'y a rien de magique ou rien de si grave. Seulement, là où ça devient important pour la RDC, puisque la RDC va profiter de ces sièges-là, et comme vous savez, le problème dans lequel on est pour le moment, pour chaque fois essayer de glisser son dossier, parler à l'oreille, à la langue, on arrivera à lui écouter, à le comprendre, tout ceci. J'ai toujours joint certaines choses à la réalité spirituelle, excusez-moi. Rappelez-vous quand on a fait l'émission sur le jour où on était en train de parler de ces fameux sorciers qui étaient partis, de ces coutumiers plutôt, qui étaient partis au cimetière. J'avais dit une chose. J'avais dit une chose, si vous pouvez revenir à cette vidéo, cette analyse-là. J'ai dit que je vois, le Seigneur m'a révélé qu'on a accordé une certaine privilège au gouvernement de Kinshasa par la communauté internationale. Mais il le lui avait donné en sachant qu'il était en train de les piéger, puisqu'il savait qu'il allait tomber dans un piège. Et finalement, il est tombé dans un piège. Et après, j'ai vu, j'avais dit quoi, pour répéter mes mots, j'ai vu, on a déshabillé Félix du pouvoir qui lui avait été donné, mais je n'ai pas vu à qui on l'avait remis. Je vous rappelez de ça, j'ai dit, on a récupéré, je vois, on déshabille Félix du pouvoir dont la communauté internationale jusque-là lui avait donné, mais c'est après, je n'ai pas vu à qui on l'a habillé. Pour moi, c'est un signe de jours à venir où nous allons vivre certaines choses. Alors, je me pose la question, est-ce que le fait d'occuper cette siège a à voir avec ce que j'avais vu? Je n'ai pas dit qu'exactement c'est ça. Je ne fais que relier certaines choses pour que les gens comprennent le spirituel ou la spiritualité à la politique. Peut-être ça. Alors, dans ce contexte que je suis en train de dire, donc la RDC va profiter de ça pour continuer à accuser le Rwanda, pour accuser ceci et pour accuser cela. Lorsque nous étions live hier, moi j'avais une pensée et j'ai commencé à penser de ça toute la journée. Je me suis posé la question, est-ce que nous savons que dans les chartes des Nations Unies, les Nations Unies ne peuvent pas collaborer avec des groupes rebelles ou bien des mouvements insurrectionnels et tout ça. Mais à la lire où vont les choses, vous allez voir qu'à un certain moment, ces mouvements insurrectionnels ont des points ou bien des facts de certaines choses. Il y a eu bombardement par des drones au niveau de Massissi. Ça, c'est hier le 2. Selon la société civile, on parle de 30 morts et de plusieurs blessés. Et des choses comme cela, il est difficile que ceux-là qui occupent cela, même quand ils écrivent aux Nations Unies, de les prendre d'une manière considérable quelque part. Et de l'autre côté, il est aussi, je commence à penser qu'il faudrait que les Nations Unies
Donc, je prends les cas espèces de ce qui se passe en RDC, qu'on commence aussi à donner de la parole à ces gens-là. Puisqu'ils peuvent, même s'ils ne peuvent pas siéger, mais au moins, il peut y avoir même un organe pour les écouter. Puisque c'est si souvent les gouvernements qui les acquisent, et même quand ils ont raison, quelque part, ils ne peuvent pas avoir la facilité de pouvoir adresser ce qu'ils sont. Bon, nous connaissons. Voilà. Donc, c'était une pensée pour moi, parce que je me suis dit, ils ont des éléments, ils ont des preuves, mais les Nations Unies ne peuvent pas les écouter directement. On va les écouter indirectement via les ONG, et après que ça soit écouté via les ONG, via d'autres paramètres, il y aura toujours des trucs qui sont tripotés, qui sont retouchés comme d'habitude. Et n'oublions pas, nous connaissons comment ça se passe dans les systèmes. Si tu n'es pas dans les systèmes, tu ne peux pas comprendre les systèmes, comment ça se passe. Alors, c'était un peu ça. Donc, la RDC, elle s'est retrouvée là. Ce n'est pas de la magie. C'est juste quelque chose qui est normal. Et elle n'est pas là pour se décider. Elle n'est pas là pour donner des avis. Elle n'est pas là pour faire quoi. Elle est là pour voir, lever la main et descendre. Deux fois, on peut donner, on peut l'autoriser à modérer des réunions, à modérer ceci, à modérer cela. Mais c'est aussi bon pour savoir comment la politique internationale est en train de se rouler. Et quand même, c'est quand on est à côté de la brasière qu'on sent la chaleur. Essayez de comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, un autre sujet que même hier, après le live, je l'ai expliqué, mais j'ai trouvé que ça continue, ça continue, ça continue. On dit qu'il y a eu manifestation à Goma le 2. Quand on parle de manifestation, même vous-même, avant de commencer à dire oui ou non, quand on parle de manifestation, les manifestations ne se cachent pas. On ne manifeste pas dans sa maison. Même quand quelqu'un manifeste dans sa maison, il met une pancarte dehors. Et tout le monde le voit, non? On ne manifeste pas dans sa chambre. Il y a certaines images de l'intelligence artificielle qu'on a fabriquées, on est en train de montrer. Si vous zoomez, vous allez voir que ce sont des personnes à la peau blanche. On a juste un peu inséré un drapeau. Et d'autres images qu'on est en train de dire, ce sont des images anciennes. Il n'y a pas eu de manifestation à Goma. Je suis vu, on dit qu'on a arrêté 70 personnes, on a arrêté. Mais depuis qu'on a arrêté, quelles sont les familles qui ont revendiqué les leurs? Nous allons venir vous dire, ou nous vous dirons, oui, certes on a arrêté, si je ne sais pas, on est en train de parler des chiffres qui ne sont pas existentiels et des chiffres qui n'existent que dans la pensée de ceux-là qu'ils sont en train de les faire. Je vous explique bien. Goma, c'est une ville qui a plusieurs entrées et qui a plusieurs directions. Si on manifeste, le point de chute, c'est d'aller soit au gouvernorat, le point de chute, c'est d'aller soit dans un lieu public où tout le monde doit voir. À Goma, il y a presque 4 grands carrefours. Je prends le premier carrefour pour les gens qui comprennent ce que sont en train de dire. Vous sortez de la grande barrière, la route principale, jusqu'au niveau de rond-point Bédégel. Là où vous voyez, sur tous ces ronds-points-là, on a écrit Goma. Donc, si les gens manifestent, ils ne peuvent jamais sortir du côté de la grande barrière pour monter. C'est là où se trouve la grande barrière du côté du Rwanda, pour monter au niveau du rond-point Bédégel. Puisqu'ils ont besoin de transmettre un message. Si les gens manifestent, il y a une autre, à partir du rond-point Bédégel, vous montez encore vers le rond-point Biréré et vous allez vers l'aéroport, les gens qui viennent de l'aéroport. Là, c'est vers l'axe qui va vers Mounigi. Donc, si les gens ont manifesté sur cet axe, ils devaient descendre jusqu'au rond-point Biréré et tout le monde devait le voir. Bon, s'ils ne sont pas partis du rond-point Biréré, cela veut dire, soit ils ont quitté le Biréré jusqu'au rond-point Signers ou au niveau de station Fakam, pour les gens qui connaissent. Anciennement, la station Fakam, là, chez Modé, c'est facile, c'est public, c'est tout le monde qui le connaît. Bon, est-ce qu'ils ont quitté l'axe Virunga, du marché Virunga, pour descendre au rond-point Signers? Dites-nous, est-ce qu'ils sont sortis de Imbi pour venir là-bas? Et le point de chute, ils devaient aller au gouvernorat. Puisqu'ils sont en train de manifester contre, c'est ce que vous êtes en train de dire, ils sont en train de manifester contre le retour de le militaire rwandais. Je n'entre pas dans ces polémiques, je suis juste en train d'essayer de faire comprendre. Alors, de tous ces axes-là que je vous dis et que je vous montre, je vous dis, il n'y a aucun endroit où on a vu même 2 chèvres ou 2 vaches manifester.
qu'il vous montre ces images, qu'il vous dise c'était où, qu'il vous dise c'était quand. Et que si vous pouvez les vérifier, vous nous les envoyez. Et nous, ou bien ceux qui sont en train de dire qu'il y a marche, vous nous appelez, on essaie de nous dire quand est-ce qu'il y a eu marche à Goma. Il n'y a pas eu arrêté de vous faire paniquer pour des histoires qui n'ont pas de sens pour ceux qui n'existent pas. Si Kinshasa a besoin de manipuler, c'est tout à fait normal. Mais vous savez tous pourquoi on est en train de parler de ces marches. On est en train de parler de ça. Le bombardement de Massissi sont un bruit que le gouvernement de Kinshasa n'aimerait pas qu'on puisse parler, mais elle s'est fait déjà parler. Il y a eu des bombardements et les vidéos, vous êtes en train de voir. Et il y a eu plusieurs personnes qui sont mortes. Et on veut cacher ça. Ça, c'est un. De deux, parlons de ces manifestations au cours de la semaine passée. Il y a eu plusieurs manifestations à Ouvira, à Bukavu, à Goma même, et ailleurs. Il y a eu des manifestations, des grands rassemblements. Lorsqu'il y a eu une manifestation à Goma, on a vu tout le monde. Ce n'était pas caché. Mais pourquoi ces manifestations est-il des manifestations de science-fiction? Pourquoi ces manifestations n'est que dans les téléphones et sur le WhatsApp? Mais dans les groupes WhatsApp et dans les groupes WhatsApp du pouvoir de Kinshasa, mais réellement, ils ne sont pas là. Ce sont des choses fake que vous ne devez pas accepter, vous ne devez pas écouter. Il n'y a pas eu de manifestation à Goma et jusque-là, il n'y a aucune manifestation qui est prévue. Voilà un peu ce que je peux apporter pour essayer d'aider à ceux qui ont compris. Pendant que nous étions dans l'émission hier, nous avons Maman Pamela a parlé de quelque chose qui était important. L'UNICEF vient de publier un rapport pour 2025 parlant de 35 000 cas de viol juste pour l'année 2025. 35 000, c'est trop. Mais lorsque je suis parti dans les bases de données de l'UNICEF, je suis parti dans les bases de données de l'OMS pour vérifier, ils parlent de ces chiffres qui restent à vérifier et corroborer, mais ce qu'ils disent, ils disent que c'est un chiffre qui couvre la RDC entière. Attention, ça couvre la RDC entière. On parle de plusieurs cas à Kinshasa, dans toutes les provinces. Pas seulement, quand vous entendez parler de ça, on va penser qu'on est en train de parler des zones sous le feu de guerre et d'affrontements, mais on parle de partout en République démocratique du Congo, et dans les zones gouvernementales, selon le rapport de l'UNICEF, ces rapports-là ont été compilés par l'UNICEF, mais récupérés dans les mains de plusieurs ONG, des hôpitaux, des associations, et surtout c'est OCHA qui a toujours fait la compilation de ces situations dans les clusters, mais comme c'est quelque chose dans les clusters de violence, mais comme c'est quelque chose qui a trait au mandat de l'UNICEF, c'est pourquoi l'UNICEF, qui est le Fonds des Nations Unies pour la protection de l'enfance, c'est pourquoi ils en parlent. Donc, on parle de ces chiffres sur l'étendue du territoire. On ne parle pas de ces chiffres sur une partie du territoire, l'étendue du territoire. Au Kasaï, au Katanga, en Équateur, Bandundu, Bas-Congo, je ne sais pas, province orientale, Nord, Sud Kivu, partout, il y a eu ces cas, mais c'est quelque chose de trop choquant. Le chiffre est tellement alarmant et il faudrait que des mécanismes soient mis en place pour essayer d'éradiquer un peu partout. Il faudrait des grandes sensibilisations d'un peu partout. Et il y a plusieurs aspects et plusieurs choses qui conduisent ça. Par exemple, il y a dans des endroits, il y a des problèmes d'insécurité. Les autres, c'est un problème de vie chère de la société, puisqu'il y a de ces enfants qui comprennent juste parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, il y a de ceci, il y a de cela. Donc ça fait un peu un tout, ça fait beaucoup que on ne peut pas associer ça juste à un seul fait, bien que l'insécurité a une grande partie. Et quand on parle de l'insécurité, on ne contrôle jamais, on ne parle jamais des zones occupées par le Wazalendo, puisque les Wazalendo en ont fait beaucoup d'habits. On ne parle pas de zones occupées par les FDLR. Ils ont aussi fait beaucoup dans des zones de Codeco, des ADF, Nalou. Il y a tellement de cas et des situations qui ne sont pas bons. Alors, j'étais en train juste de clarifier sur la question des Nations Unies et aussi sur cette question
J'avais même promis hier quand nous étions sur le live, j'ai dit, je vais revenir pour donner plus de détails. Et c'est pourquoi je suis revenu pour essayer d'aider et de faire comprendre que ce qui vient de se passer, ce n'est pas des miracles, c'est pas quoi. Ben, un élément important, je me suis posé la question. C'est lui qui avait lancé la campagne pour demander, si vous avez suivi le parcours de ceci, d'abord, Mme Thérèse Kaikwamba avait commencé à insister et il avait réuni tous les ambassadeurs accrédités en RDC pour qu'ils parlent pour la RDC. Et certes, elle a informé quand ça s'est fait, mais celle qui a été aux États-Unis, c'est l'image que je vis de celui qui a dit le discours, c'est sa vice-ministre qui a fait cela. Est-ce que ça parle de quelque chose que la vice-ministre va maintenant, c'est elle qui sera active dans ce sens, ou bien c'est cette diplomatie agissante aussi comme ils sont en train de le dire, qu'on est en train de faire ça? Bon, il reste à voir. Est-ce que ceci symbolise la diplomatie agissante? On ne peut pas dire que ça symbolise la diplomatie agissante, bien que cette diplomatie agissante, c'est un concept de Félix, mais ça, tout le pays a droit à ce qui s'est passé, et il n'y a rien de miracle, il n'y a rien de spécial. Voilà un peu. Seulement, c'est une bonne position pour la RDC, nous pouvons la dire. Si la RDC peut l'exploiter pour son compte et pour l'intérêt du peuple congolais, peut-être, mais je sais que la RDC a kozalande bifunda mwanza moko yesumasiyatema. Alors, que pensez-vous? Est-ce que vous avez maintenant très bien saisi et compris la situation, ou vous pensez que la RDC, en occupant cette position, va-t-elle vraiment vendre l'image de la RDC, ou bien on va vendre l'image de Félix? Que pensez-vous? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.